Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Notre question du jour, avez-vous peur de prendre certains médicaments, certains en particulier? Bien, j'aime pas vraiment, j'en prends pas beaucoup, mais j'aime pas vraiment ça non plus. Non, je suis quand même une habituée avec mon TDAH de prendre des médicaments, fait que non. Là. Certains qui ont des effets secondaires. Ça peut arriver, puis ça m'arrive justement. Là, je suis dans une période où il faut réajuster la dose à cause des effets secondaires. Les médicaments, moi, le moins possible, mais si je suis obligé, oui. Non, mais merci. Non, je suis pas un gars de médicaments, mais c'est ça, non. Je sais pas que, tu sais, on n'est pas au Cameroun ici, là, on a quand même des très bons médecins, des bonnes études. Malheureusement, un de mes enfants en prenne, puis c'est une chance parce que sinon, il ne peut pas fonctionner à l'école. Je n'aime pas prendre des médicaments. De toute façon, j'en prends pas. Et puis, je vais en prendre si je suis vraiment obligée. Si le médecin il veut me donner des médicaments, je change de médecin, pas noir. On sait tous, en fait, que la consommation de médicaments a augmenté en flèche au cours des dernières décennies, à un point tel qu'aujourd'hui, on considère que c'est normal d'en prendre. Eh bien, savez-vous, par exemple, qu'il y a une grande classe de médicaments dont la consommation en continu sur une période de 3 ans ou plus est associée à une augmentation de 50 des risques de développer de l'Alzheimer ou de la démence en vieillissant. On estime même, dans une étude récente qui vient tout juste d'être publiée, que jusqu'à 10 des cas diagnostiqués seraient reliés à la prise de ces médicaments, dont plusieurs sont en vente libre. Donc, la situation peut bien sûr être inquiétante. On ne sait pas toujours pourquoi exactement, dans les détails, on prend ces médicaments-là ou encore quels risques ils pourraient représenter pour notre santé. Ça peut vous inquiéter. Nous sommes là aujourd'hui pour en discuter avec vous et nous aurons une médecin, Dr Catherine Bouchard, pour en parler avec nous. Mais allons avant tout en parler avec nos experts de l'émission, en commençant par notre médecin, Dr Evelyne Bourdois-Roy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, dans la discussion, en fait, sur le fait d'avoir peur ou non des médicaments, normalement, on serait supposé de parler de l'équilibre risque-bénéfice. Dans mon cas, en sciences, en fait, en recherche, quand on fait de la recherche sur une facette de santé où le bénéfice peut être énorme, on va accepter de prendre des risques énormes pour la population, en fait. Mais actuellement, dans la prise de médicaments, on n'en parle jamais de ça, ou pratiquement pas. Bien, tu as raison. Je trouve, moi, qu'en médecine familiale ou en médecine de première ligne, on est rendu avec la gâchette assez facile. Le patient vient nous consulter pour un problème. On essaie de trouver le diagnostic, on essaie de trouver un médicament qui pourrait aider le patient, le soulager de ses symptômes, etc. On prescrit un médicament et voilà. Donc, on a la gâchette assez facile, je trouve, avec l'approche pharmacocentrique. Mais c'est aussi qu'il faut dire qu'il y a d'énormes demandes dans le système actuel. Les médecins de famille sont débordés. Il y a plein de gens qui n'ont même pas de médecin de famille, qui ont difficilement accès à la première ligne aux soins de santé, dans le fond. Et ceux qui sont encore en cabinet, qui voient encore des patients, bien, ils sont vraiment débordés. La résultante de ça, c'est que les consultations sont de plus en plus courtes. Au lieu de passer 1 heure avec un patient, au lieu de passer une demi-heure, on est peut-être rendu à 20 minutes, on est peut-être rendu à 15 minutes, puis peut-être que ce jour-là, le médecin est tellement débordé qu'il est rendu à 10-15 minutes. C'est sûr que 10-15 minutes, c'est très court pour être capable de discuter des autres approches autres que les médicaments. Mais si on va vers un médicament... mentionner, entre autres, le risque qui peut être associé à une prise, en fait, parce que tu dois avoir des exemples de cas où... Oui, effectivement. Fait que quand on est rendu à OK, on a écouté l'histoire, on a posé le diagnostic, on propose un médicament, souvent, il reste même plus de temps pour qu'on parle du pharmaco-bénéfice, qu'on parle des avantages et des inconvénients. Je donne un exemple très courant en médecine familiale. Quand on parle de cholestérol, il y a des médicaments qui peuvent aider à réduire le taux de cholestérol. Le but est de diminuer les risques de faire une maladie cardiovasculaire, n'est-ce pas?
Fait que si on fait juste dire à notre patient, bien, selon notre calcul, il faudrait peut-être prendre un médicament pour réduire votre cholestérol, monsieur, madame, voilà, je vous le prescris. Et moi, dans ma tête de médecin, j'espère que le pharmacien va lui parler des coûts-bénéfices, des avantages, des inconvénients, des effets secondaires potentiels. J'espère le faire parce que j'ai plus le temps. Bien, ça, c'est peut-être pas optimal comme soin, premièrement. Mais deuxièmement, je n'ai pas abordé avec mon patient que peut-être qu'on va réduire le risque cardiovasculaire, mais peut-être qu'on augmente le risque de faire un diabète de type 2. Et ça, d'avoir une discussion éclairée avec notre patient, de bien présenter coûts-bénéfices, on le fait de moins en moins, je trouve. C'est sûr qu'il y a des médecins très, très consciencieux qui le font, mais on manque de temps. Donc, en fait, on prescrit un médicament et ça devient le réflexe, ça devient la norme, ça devient banal de donner des médicaments à nos patients. Et tu sais, c'est pas rare qu'un adulte de 55, 60, 65 ans ait 8, 10, 12, 14 médicaments. C'est banalisé. C'est ça que ça prend. Et si on ne discute pas des coûts-bénéfices, puis on ne dit pas aux patients, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Qui serait une bonne approche comme on fait en médecine intégrative? Mais si on ne prend pas le temps de faire ça, bien, c'est sûr que le patient, quand il va voir son pharmacien, bien, il va chercher son médicament puis il dit, bien, c'est le médecin qui me l'a prescrit, donc forcément, il faut que je le prenne. Là. Ça a été prescrit par le médecin. Mais souvent, on n'a pas eu cette discussion essentielle de avantages, inconvénients et surtout que les médicaments, c'est un outil dans le coffre à outils. Discutons de tous les autres outils dans la boîte à outils. Tu as tout à fait raison. Ça serait rendre un meilleur service à nos patients. Tu as tout à fait raison. Puis là, justement, si je reviens sur le fait que tu as mentionné 10, 12, 14 médicaments, dans le risque-bénéfice, on expliquait aux gens, en fait, qu'à partir de 5 médicaments, les données sont claires, qu'on écourte l'espérance de vie. C'est mon domaine. Et là, c'est très clair. Si on prenait la peine de le dire aux gens, bien là, peut-être qu'ils se diraient « Ah oui, mais qu'est-ce que je peux réduire dans ça? » Au moins, ils se poseraient la question. Oui. Puis possiblement aussi qu'on aurait une ouverture là, pour amener d'autres solutions, pour dire « Bien, j'ai 3 antihypertenseurs, en fait, comment je pourrais peut-être mieux gérer mon hypertension? » Bien, soyez plus actifs, améliorer votre alimentation. Dans un esprit de santé intégrative, on pourrait aller ailleurs. On pourrait avoir une ouverture à le faire, mais bon, ça prend du temps du médecin, malheureusement aussi. Hein? Bien, peut-être que le médecin n'est pas la bonne personne dans ce cas-là pour jouer ce rôle-là, hein? Parce que si on est tout le temps médecine, tout le temps pilule, je pense qu'on fait fausse route dans le système de santé. Oui, tu as tout à fait raison, en fait. Il faut faire place à la santé intégrative. Voilà. Merci beaucoup. Allons maintenant en parler avec notre pharmacienne de l'émission, Mme Brigitte Marchand. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Éric. Brigitte, devrait-on avoir peur de prendre des médicaments? En fait, c'est toujours faire la part des choses. Dans certains cas, c'est nécessaire pour retrouver un équilibre que la personne a perdu dû à un problème de santé. Elle a vu le médecin, elle a vu un diagnostic. Mais dans d'autres cas, ça peut être évité, on sait, par les saines habitudes de vie. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est vraiment le cumul de la surmédication qui va faire en sorte que la personne va être à risque, par exemple, d'avoir des effets anticholinergiques. Chez les antidépresseurs aussi, on a des effets qui peuvent être des fois un peu affolants. Ah, c'est ça, il y a des groupes pires que les autres. Dans l'introduction, j'ai parlé d'un large groupe de médicaments qui augmentent les risques de développer de la démence ou de l'Alzheimer en vieillissant. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces médicaments-là particulièrement? Bien, en fait, c'est qu'on en a qui sont en vente libre. C'est-à-dire que les gens peuvent venir les chercher sans nécessairement conseil du pharmacien. Et des fois, c'est des usages abusifs. On a le Benadryl. C'est sûr que le Benadryl, on connaît ça depuis longtemps. C'est la première classe des antihistaminiques pour soigner une allergie sévère. Mais il faut savoir maintenant que ça devrait être banni. Même dans certains hôpitaux, on n'utilise plus du tout cette classe de médicaments-là. On va aller vers la classe 2, comme la Réactine, Claritin. Et quelque part, on ne devrait pas utiliser ça, mais est encore en vente libre. C'est ça, c'est contradictoire, ce que j'appelle un peu trouvons l'erreur. Puis il y a aussi, dans cette classe de médicaments-là, on a tous les médicaments qu'on prend pour essayer de dormir. Je ne peux pas tout vous dire les noms commerciaux, mais c'est tout le même médicament qui se retrouve dedans. Et souvent, les gens ils vont avoir une perte cognitive, ils vont se réveiller comme assommés. Fait que, tu sais, c'est là où on voit que ça peut être néfaste. Alors, il faut chercher vers d'autres solutions. Puis nous, en tant que pharmaciens, on essaie d'intervenir à ce niveau-là. Et là, quand tu parles de néfaste, en fait, on a parlé des risques-bénéfices tout à l'heure. Le cas des personnes âgées est très particulier. Tu viens de mentionner les médicaments pour dormir. En fait, Brigitte, ça en est une clause qui devrait allumer des lumières. C'est que les gens âgés qui prennent des pilules pour dormir devraient se poser des questions. Parce que là, il y a beaucoup de risques
pour eux qui sont augmentés par la prise Oui. des médicaments pour dormir. Puis je ne parle pas juste de démence ou de risque de dégénérescence nerveuse, mais Oui. des fractures de la hanche. Puis... Exactement. En fait, c'est que c'est des gens qui sont fragiles. Donc, quand on dit fragilité, on parle des risques qui peuvent créer un gros fardeau chez l'individu si, par exemple, elle a une chute avec le cumul de médicaments qui vont créer de l'étourdissement, de la confusion. Elle va être aussi moins orientée, ce qui va faire en sorte qu'elle peut dégénérer beaucoup plus rapidement. Et on sait maintenant que dans les études, c'est clair et net, hein, si une personne âgée a une chute, puis quand on parle de personnes âgées, puis on sait que la population vieillit, là, on parle de 75 ans et plus, 80 ans et plus, s'ils subissent une fracture de la hanche, il y a un grand pourcentage qui ne s'en sortent pas. Ils vont devenir encore plus dépressifs. Ils vont décéder, éventuellement, c'est ça. malheureusement. Ils vont rentrer dans Des une suites. cascade épouvantable de mal-vivre et puis aussi de perdre complètement leur autonomie et leur qualité de vie. Et là, en fait, bon, il faut dire, pour les personnes âgées, à la minute où on dépasse 5 médicaments en prescription, ça devrait allumer, en fait, lever un petit drapeau puis dire « Oh, attention! » Et là, on devrait bien sûr en parler avec le pharmacien. Mais il y a des médicaments qui attirent encore plus l'attention, les antipsychotiques, les antidépresseurs, parce qu'ils sont associés à des effets secondaires importants. Oui, en fait, ce qu'on voit, c'est que nous, on essaie toujours de dire aux gens, tu sais, on les accompagne, on comprend leurs préoccupations, mais ce qu'on voit aussi, parce que dans la majorité des cas, il faut dire que la personne a besoin d'avoir un certain temps de traitement avec le médicament. C'est juste de faire les bons suivis pour pas que ça devienne chronique. Ah. Un peu comme dans les diabètes de type 2, on pourrait dire. Donc, c'est que la personne va faire face, par exemple, des problèmes sexuels, des problèmes de gain de poids souvent, puis c'est très aléatoire d'un médicament à l'autre. Il y en a qui vont bien fonctionner avec un, l'autre, des fois, c'est des essais-erreurs, donc c'est décourageant. Fait qu'il faut, à ce moment-là, donner à la personne un autre horizon, de lui dire, de se donner du temps, puis être bienveillant envers soi-même. Mais il y a un des éléments, tu sais, Eric, qui est tellement fondamental. Tu sais, on le sait, par exemple, il y a un mouvement en émergence, c'est d'être dans la pharmacovigilance puis dans la déprescription. Puis on sait que si on prend plus de temps, hein, on parle souvent, moi je dis tout le temps, les soins de santé sont devenus la Formule 1. On peut-tu prendre plus de temps avec la personne puis d'avoir un dialogue centré sur ses besoins et de l'amener à cheminer vers une possibilité de diminuer ses médicaments et de développer d'autres habitudes de vie? Oui, oui, tout à fait. L'utiliser pour ouvrir une porte, exactement Ouais. comme on a parlé tout à l'heure avec Dr Borduas-Roy. Utiliser, en fait, l'occasion de la polypharmacie pour ouvrir une porte, attirer l'attention sur les modifications des habitudes de vie. Et là, l'envoyer dans cette direction-là, l'accompagner, en fait, dans la démarche. Oui, Écoute, c'est plein de valorisation pour l'individu. Oui, tout à fait. Puis pour la pratique du pharmacien et de la pharmacienne qui va être impliquée. Oui. Merci beaucoup, Brigitte, d'en parler. Allons maintenant prendre l'opinion de notre naturopathe agréé de l'émission, M. Dino Alicas. Bonjour, Dino. Bonjour, Eric. Dino, quand on parle d'avoir peur des médicaments, on en a parlé tout à l'heure avec Evelyne, on en a parlé avec Brigitte, du fait que la population en prenne beaucoup à l'heure actuelle. Il y a quand même une opportunité là d'ouvrir une porte avec la personne sur l'importance des saines habitudes de vie pour peut-être être capable de réduire la quantité de médicaments qui sont pris. Et là, le rôle du naturopathe là-dedans est parfait, en fait. C'est que là, vous êtes en mesure d'essayer d'aiguiller à travers les habitudes de vie de la personne, d'identifier où c'est qu'on pourrait commencer, qu'est-ce qui devrait être prioritaire. En fait, il y a deux choses dans ce que tu dis. Tu as absolument raison. Je pense que les naturopathes qui sont ce que j'appelle toujours un généraliste des saines habitudes de vie, une personne qui va faire beaucoup d'éducation par rapport à la santé en général. Le problème qu'on a, évidemment, c'est que la prescription de médicaments ou la déprescription de médicaments sont des actes protégés. Évidemment, ouais, le ça va de soi. naturopathe ne peut absolument faire aucune ingérence de ce côté-là, sous peine de poursuites et autres, et c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Cela dit, on peut quand même constater clairement que certaines personnes ont l'impression d'être protégées et de ne pas avoir besoin de faire de modifications d'habitude de vie à partir du moment où ils prennent des médicaments. Donc, il y a un bout d'éducation à faire qui est clair par rapport à ça, mais il faut toujours se garder une petite gêne, être un peu plus prudent, puis essayer de travailler autour de ça. C'est ce que, en tout cas, moi, je fais. Donc, je constate, malheureusement, que certains médicaments nuisent à l'évolution et au rétablissement de la santé, mais c'est difficile de faire un... En fait, ça, c'est intéressant, puis c'est une notion qu'on n'a pas encore parlé là, à travers l'émission. Il y a des médicaments qui pourraient nuire à permettre de rétablir réellement la santé. C'est que, dans le fond, on garde la personne d'un état malade.
Bien, en fait, je le dirais pas comme ça parce que je veux pas m'attirer de problèmes, mais pour être très honnête, moi, je me spécialise dans la santé digestive, particulièrement avec des problèmes comme on en a déjà parlé, syndrome du côlon irritable, SIBO, des trucs comme ça, et j'ai beaucoup de gens qui arrivent avec plusieurs médicaments. Je prends un exemple, bien entendu, mais il y en a d'autres. Une catégorie de médicaments qu'on appelle les IPP, c'est des inhibiteurs de pompe à protons, donc qui empêchent la production d'acide gastrique, en fait, parce que les gens ont des reflux gastriques. C'est un médicament qui, si je ne me trompe pas, a une indication où on devrait donner ça à peu près 3 semaines. Normalement, on devrait arrêter la prise de ce type de médicament-là au bout de 3 semaines. Bon, il peut y avoir des variabilités. Mais c'est pas rare que je vois quelqu'un arriver, ça fait 10 ans qu'il prend des IPP. Donc, si on bloque la production d'acide gastrique, on bloque l'absorption des protéines correctement, de certains minéraux. Donc, il y a quand même des inconvénients. B12. La vitamine B12, mais pas juste la B12, parce que l'acide gastrique est important pour la digestion d'un paquet de choses, puis bon, la transformation de certains produits. Ce que tu viens de dire là est extrêmement important. Puis pour les gens à la maison, c'est important de comprendre ça, c'est qu'il y a des médicaments qui, en voulant justement réduire certains symptômes, essayer de corriger, aider à corriger une situation, vont empêcher le corps de travailler correctement. Et là, on va se ramasser justement d'un côté avec un estomac qui n'absorbe pas ce qu'elle devrait absorber, mais un intestin aussi où tout le système digestif va être débalancé. Parce que le système digestif a besoin de l'acidité de l'estomac pour avoir un milieu propice au microbiote. On en a parlé souvent, puis j'en parle souvent. À partir du moment où on bloque la production d'acide gastrique, puis qu'on n'a pas un microbiote qui est dans un environnement propice, on va avoir d'autres bactéries qui s'installent, puis on se ramasse avec d'autres problèmes de santé potentiellement. Donc, évidemment, moi, je ne peux pas dire à quelqu'un « arrête de prendre des IPP », mais je conseille d'en discuter avec le médecin puis de voir s'ils sont toujours aussi importants, etc. Mais ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein. Ben oui, un rôle important que vous avez, parce que vous pouvez recadrer finalement aussi ce qui va se passer dans le corps humain. Vous êtes des gens, les naturopathes comprennent très bien le fonctionnement du corps humain. On pourrait prendre un autre exemple avec, entre autres, les somnifères et la structure du sommeil. Absolument. Ça, c'est incroyable. Actuellement, c'est un peu un fléau, tant qu'à moi. Les gens ont l'impression de mieux dormir parce qu'ils s'endorment puis ils se réveillent le lendemain matin, mais l'architecture du sommeil, la qualité du sommeil est souvent pas au rendez-vous, tout simplement parce que ça change le fonctionnement du cerveau, ce type de médicament-là. Quand c'est utile, pendant une certaine période de temps, quand il y a vraiment un problème, moi, je vois aucun inconvénient. Je suis pas un anti-médicament, mais il y a des limites. Et je pense qu'encore une fois, ça revient à ce qu'on dit depuis le début, les habitudes de vie sont souvent plus intéressantes et la problématique de ne pas changer ses habitudes de vie en pensant qu'on est protégé par des médicaments est toujours un certain défi pour nous parce qu'on a à travailler autour de cette situation-là. Donc, c'est clair pour moi qu'il faut qu'il y ait de l'éducation un peu plus, que les médecins comprennent, les pharmaciens comprennent cet aspect-là lorsque la personne fait le choix de faire d'autres choses que juste prendre des médicaments. Puis à ce moment-là, je pense qu'on peut travailler ensemble puis arriver à des meilleurs résultats. Hein, ça, c'est certain. Tout à fait. La clé est là, encore de la multidisciplinarité, la considération de la santé intégrative. Merci beaucoup, Dino, de nous avoir partagé justement tes connaissances dans un esprit de santé intégrative et de multidisciplinarité. Allons maintenant en discuter avec notre experte invitée de l'émission, Dr. Catherine Bouchard. Bonjour, Catherine. Bonjour, Éric. Catherine, la peur des médicaments, en fait, bon, on regarde ça en se disant, soit, bon, les gens n'ont pas peur, devraient peut-être avoir peur, mais d'un côté, ça peut avoir un bon côté, en fait, d'avoir peur des médicaments. Moi, je pense que cette peur-là est quand même saine. Hein? Ça peut être le reflet vraiment juste d'une vigilance par rapport à la médication, de savoir qu'est-ce que je prends, pourquoi je le prends, des fois d'une mauvaise compréhension de la maladie, d'un désir de questionnement. Fait que moi, je trouve quand même que ça peut amener aussi des bonnes discussions avec le professionnel qui l'a prescrit ou le pharmacien qui va le servir. Alors moi, je trouve que cette peur-là a quand même du positif, là. Oui, ça pourrait amener un usage un peu plus approprié, ça peut amener les gens à prendre mieux conscience de ce qui va se passer, de pourquoi ils vont les utiliser. Mais qu'est-ce qui fait particulièrement peur, en fait? J'imagine qu'il y a des médicaments que tu sais qui font plus peur que les autres. Exactement. Mais je dirais que moi, dans ma pratique, si j'avais à en choisir 3, là, je dirais que le premier, c'est les opiacés. Les opiacés, c'est comme la morphine, par exemple, ou ses dérivés. Les médias en ont beaucoup parlé. Là. On voit des gens mourir sur le trottoir. Exactement. Fait que ça, les gens ont très peur de la morphine. Des antidépresseurs aussi. Il y a une résistance qu'on voit souvent, les gens être résistants à débuter des antidépresseurs. Puis la cortisone ou les corticostéroïdes qui peuvent être en comprimé ou en injection ou en crème. C'est pas mal les 3 que je vois là, qui vont avoir souvent une réaction là, un peu émotive. Là, les gens ne veulent pas nécessairement s'en faire prescrire.
Puis pourtant, dans certains cas, pour la bonne raison, pour la bonne durée de temps, je pense que c'est des outils qui peuvent être intéressants, comme la plupart des médicaments peuvent avoir l'endroit où c'est le bon moment, le bon temps, puis pour la bonne durée de temps, bien, à ce moment-là, on peut en faire un outil qui est très intéressant. Ah oui, tout à fait. En fait, les médicaments ont leur place, c'est indéniable en tant que tel. Absolument. Mais là, il doit en avoir desquels on devrait peut-être avoir plus peur, justement. Bien, parallèlement, si j'avais à en choisir 3, que je trouve des fois, on n'a pas assez peur, soit d'en prescrire ou d'en demander quand on est le patient puis on va consulter. Le premier haut de la liste, pour moi, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques qui sont souvent prescrits pour des infections qui sont virales, mais on sait que les antibiotiques fonctionnent pour les infections bactériennes. Donc, on prescrit beaucoup trop d'antibiotiques, selon moi, qui vont avoir un impact, on connaît bien, sur le microbiote intestinal. Puis, dans la même ligne de pensée au niveau des impacts sur le biote intestinal, les médicaments qu'on va prescrire pour l'acidité digestive, là, les fameux inhibiteurs de la pompe à protons ou les IPP qu'on appelle, c'est des médicaments qu'on va prescrire assez rapidement quand il va y avoir des troubles digestifs, qui vont être efficaces, mais des fois, ils vont rester dans la pharmacopée trop longtemps, là. Les patients vont renouveler ça pendant des années. Pourtant, on sait très bien qu'il va y avoir un impact sur l'absorption des minéraux, le microbiote, même l'immunité, la santé osseuse. Il faut être vigilant quand même à ces médicaments-là qui vont être pris longtemps. Et le troisième, je dirais que c'est les somnifères. Brigitte en a parlé aussi. Les somnifères, pour une courte durée, c'est des bons outils parce que on le sait, c'est souffrant là, quand on ne dort pas, on n'a pas de solution. Bien, ça peut être encore une fois un outil qui, bien utilisé, peut être utilisé, mais sur une courte période de temps, parce qu'il y a des effets secondaires qui vont survenir, il y a une certaine tolérance. Il faut être vigilant, dans le fond, hein? C'est de se re-questionner sur ces médicaments-là. Là, tu utilises le mot « vigilance »,« se questionner ». Écoute, ce que tu viens de dire là me rappelle un drôle de souvenir, là, où j'ai donné une entrevue à Isabelle Maréchal à la radio, à laquelle elle rouvre les ondes, en fait, puis elle prend un appel d'une dame qui lui a expliqué qu'elle avait changé de médecin de famille et que là, elle venait d'apprendre que depuis 10 ans, elle prenait un antidépresseur. Qu'est-ce qui cloche dans mon énoncé? C'est qu'elle ne savait pas pourquoi qu'elle le prenait. C'est ça. C'est fréquent. Là. Je vois des patients, des fois, ils ne savent plus, puis je les comprends. Il y a beaucoup de médicaments. La vie va vite. Ils se font servir ça à tous les mois, puis des fois, on ne se questionne pas assez sur pourquoi je le prends. Ça aurait-tu dû être arrêté? C'est-tu toujours d'actualité? Ça doit être discuté, mais les consultations sont rapides. Des fois, on ne prend pas le temps aussi comme professionnel d'en reparler, mais c'est important de l'aborder. Puis non seulement, des fois, les patients, ils ne savent plus trop pourquoi qu'ils le prennent. Des fois, c'est un peu l'inverse. Ils le savent, mais ils la détestent, leur médication. Ils vont dire, moi, je prends ça, là, mais j'aime vraiment pas ça, prendre ça. Là, ça aussi, ça nécessite une discussion, parce qu'il y a l'effet nocebo. Hein, prendre quelque chose qu'on n'aime pas, déjà, on sait que ça va moins fonctionner. L'effet nocebo étant l'inverse de l'effet placebo. Donc, oui, c'est le fait d'être convaincu ou d'avoir une profonde pensée sur le fait que ça va être négatif ou ça ne sera pas bon pour nous ou ça ne marchera pas. Exactement. En fait, là, tu as beaucoup de chances que ça ne marche pas, finalement. Exactement. Ça, c'est l'effet nocebo. L'effet nocebo. Fait que si on part directement avec l'idée que ce qu'on prend là, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas, puis c'est pas bon pour moi, il y a pas mal plus de chances que ça ne fonctionne pas puis qu'on ne le prenne pas pour les bonnes raisons. Mais ce qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce qu'il y a eu un manque de communication de la part du prescripteur avec le patient? Est-ce qu'on aurait dû expliquer mieux c'est quoi la maladie? Est-ce qu'on aurait dû expliquer mieux comment fonctionne la médication? Est-ce que la décision aurait... Est-ce que le patient voulait en entendre parler d'à quoi sert le médicament? Parce qu'il y en a qui font les coins ronds, mais solides. Là. Il y a des gens que, bon, je veux avoir ma prescription, je veux que ça y aille mieux, puis je veux pas savoir à quoi ça sert. Il y a ça aussi, malheureusement. Oui, c'est ça. Puis ça va avec une médecine de prescription rapide, puis on est habitué, on cherche des fois une solution rapide. Puis des fois, c'est le reflet que la personne, en fait, le patient voulait parler des autres approches qui sont non pharmacologiques. Puis la prescription est arrivée un petit peu trop rapide dans son plan de traitement qu'il désirait pour lui-même, finalement. Ah, effectivement. Dans un esprit de santé intégrative, il faut quand même demander qu'est-ce que la personne voudrait mettre en place pour essayer d'atteindre les objectifs donnés. Puis ça peut être la médication pour une période de temps. Ça peut avoir tout à fait sa place. Les bénéfices que j'attends et quels sont les risques qui peuvent survenir avec ce médicament-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir éclairé, en fait, sur la question. Allons maintenant à la conclusion avec nos experts permanents de l'émission. Donc, en conclusion, en fait, quand on parle de la peur reliée aux médicaments, d'un autre côté, on fait face à une certaine banalisation.
Oui, bien en fait, on sait qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux. Par exemple, les hospitalisations, il y en a de 20-25 %, surtout chez les personnes âgées qui sont occasionnées par des effets secondaires des médicaments. Donc, ça occasionne beaucoup de fardeau économique, mais de fardeau aussi de l'individu qui va ressortir beaucoup moins aguerri dans sa vie à travers cette épreuve. Ah, c'est évident, on le voit de notre côté, nous. On n'a pas la capacité de prescrire ou déprescrire ou travailler de ce côté-là. Je sais que ça peut peut-être se faire, mais ce qu'on fait surtout, c'est s'informer. Et de plus en plus, l'ANAC, par exemple, notre association, on a accès à ce qu'on appelle Natural Medicine Database et ça nous permet de voir, lorsque quelqu'un prend des médicaments, s'il y a des interactions avec certains des trucs qu'on pourrait recommander. Donc, on fait très, très attention de ce côté-là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens polymédicalisés qui arrivent et qui viennent nous voir. T'sais, on sait que ça peut avoir des conséquences, mais il faut quand même demeurer vigilant de ce côté-là. Aucun doute là-dessus. En fait, plus il y a de médicaments qui sont pris, plus il y a d'interactions, donc plus il y a un haut potentiel de risque. Mais il faut aussi dire que plus on vieillit dans la vie, plus c'est difficile de gérer les médicaments qu'on prend, dans le sens où le foie, il en fait une certaine partie, il gère un peu les médicaments qu'on prend, les reins en font une partie, les poumons peuvent être appelés à aider, ça peut être un peu dur sur la cognition. Fait que plus on vieillit dans la vie et plus les médicaments peuvent avoir des impacts physiologiques et leurs interactions ensemble peuvent être difficiles pour le corps. Donc, c'est pas étonnant que tu dises que les personnes âgées particulièrement qui prennent plus de médicaments, mais aussi qui sont peut-être un peu plus fragilisées, puis le foie, il est un petit peu moins rapide qu'il l'était avant, etc. C'est pas banal. Ça peut avoir des conséquences graves, des conséquences mortelles même. Oui, oui. Et nous, en pharmacie communautaire, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on a des approches en déprescription. C'est qu'on essaie de prendre des patients qui ont 5, 6, 7, là, je voudrais, c'est sûr qu'on va commencer, même il y en a qui en ont 10, 15, 20 médicaments par jour. On va s'asseoir avec eux, puis on va faire une analyse pharmacologique, de voir où on peut enlever un médicament. Parce qu'on dit tout le temps que dès qu'il y a un effet secondaire, il y a un avantage d'enlever un médicament. Donc, il faut vraiment prendre le temps, puis c'est un acte professionnel sur lequel on se base actuellement, puis il y a des recherches qui sont faites dans les universités Montréal, Laval, sur les chaires de déprescription en ce moment. Donc, c'est intéressant pour les gens de le savoir, en fait, qui peuvent être accompagnés dans la démarche, en fait. C'est que donc, on devrait s'inquiéter. À quelque part, on devrait avoir une certaine peur de la prise des médicaments, surtout si on se met à en prendre de plus en plus, puis surtout dans un contexte où on a une population vieillissante. Les gens vieillissants devraient s'inquiéter encore plus, mieux s'informer, puis en parler avec le médecin, ça va de soi. Et là, se référer au pharmacien pour regarder si on a des solutions en tant que telles, puis faire attention aussi, en parallèle, les habitudes de vie, la prise de suppléments aussi qui pourraient être impliqués dans tout ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expertise. C'était vraiment très intéressant. Merci aux gens à la maison d'avoir été des nôtres. Je vous invite bien sûr à parler des émissions La Santé Autrement avec vos amis, les proches, les gens que vous connaissez, de façon à nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. Et soyez des nôtres la semaine prochaine, nous parlerons des 3 caractéristiques d'un probiotique. À bientôt.